En gros, la question qu'a voulu pointer Schrödinger, c'est la suivante. Il dit voilà, en théorie quantique, quand je prends un système qui a deux états possibles pour simplifier, la théorie me dit que ce système peut être dans une espèce de ce qu'on appelle une combinaison linéaire d'états, c'est-à-dire il est, si je prends un spin, un moment cinétique qui est soit en haut, soit en bas, mais le moment cinétique peut être dans une espèce de combinaison linéaire d'un état en haut et d'un état en bas. Alors Schrödinger a poussé ça au cas du chat. Alors c'est un petit peu une parodie de ce que Schrödinger a voulu dire. À mon avis, l'exposé de Schrödinger est beaucoup plus subtil que ça. Mais habituellement, on le présente de la façon suivante. On dit voilà, le chat a deux états, mort et vivant, mais la théorie quantique me dit que il peut être dans une combinaison linéaire d'états. Donc vous voyez, à la fois mort et vivant, ça commence à devenir extrêmement bizarre. Et puis alors le chat est dans une boîte, dans la boîte il y a une petite fiole avec un poison, un petit marteau qui va être déclenché par un atome, par un noyau instable, etc. Et donc, mais la boîte est fermée. Et donc, tant qu'on n'a pas ouvert la boîte pour voir quel est l'état du chat, on ne sait pas dans quel état est le chat, il est à la fois mort et vivant. D'accord ? En revanche, je fais un petit trou dans la boîte, je regarde par le petit trou et je vois ce qu'il en est. Le chat est ou mort ou vivant. Là, c'est comme dit, enfin, la conclusion, c'est que tout ceci, c'est paradoxal, je veux dire. Bon. Alors, il y a une chose qu'il faut, à mon avis, mettre tout de suite dans la discussion du paradoxe, c'est l'aspect macroscopique du chat. Quand on parle des deux états du chat, ces états sont des états propres de l'opérateur qui décrit la dynamique du chat. Qui est capable d'écrire cet opérateur, ce qu'on appelle le hamiltonien? Personne n'est capable d'écrire ça. Personne. Donc vous voyez, d'emblée, le paradoxe un tout petit peu disparaît de lui-même. Tout à l'heure, on parlait de la théorie de la décohérence. Si on admet qu'effectivement, on peut appliquer la théorie quantique au chat, il est évidemment exclu d'ignorer l'environnement du chat. D'accord ? Et à partir du moment où on ignore l'environnement du chat, je ne sais pas comment on va le décrire, parce que je vous dis, il faudrait commencer par écrire le hamiltonien du chat, ce que personne ne sait faire. Bon. Mais en admettant, vraiment, qu'on sache le faire, ou qu'on puisse au moins conceptuellement l'imaginer, l'environnement du chat fait que le temps de décohérence du chat, c'est 10 moins 100 secondes, ou quelque chose comme ça. Donc, si vous voulez, à mon avis, le paradoxe de Charles Schrödinger, c'est quelque chose qui apparaît paradoxal à chaque fois qu'on veut appliquer la théorie quantique à un objet qui, même si on admet qu'il peut être quantique, il ne l'est pas en pratique. En physique, il y a une notion essentielle qui est la notion d'échelle. Bien, quand vous travaillez, quand vous analysez un système physique, il y a toujours des échelles de temps, d'énergie, de longueur qui entrent en jeu. Et ça, vous n'y pouvez rien. C'est le système qui impose sa loi, en quelque sorte. D'accord ? Et donc, dès que vous mettez des nombres dans le problème, très souvent, la situation s'éclaircit. Je prends un autre exemple beaucoup plus classique, entre guillemets. Prenez un système qui a un très grand nombre de particules. Il y a un grand nombre comme on dit, d'un grand nombre de degrés de liberté. Si vous croyez Poincaré, c'est un système qui obéit, on dit qu'il est classique, donc on oublie la théorie quantique, donc les objets, les atomes qui le composent ont des trajectoires, très bien, donc ça relève de la mécanique de Newton et de Galilée, et il y a un théorème de Poincaré qui vous dit tout système mécanique repasse tôt ou tard, aussi près qu'on veut, de son point de départ. Alors vous voyez que ça, c'est incompatible avec ce qu'on appelle le second principe de la thermodynamique, puisque le second principe, c'est un principe qu'on peut, en un sens, valider par la mécanique statistique. Ce second principe vous dit non, il y a une flèche du temps, précisément. Ça a été l'une des difficultés de Boltzmann à la fin du 19e pour faire admettre ses idées. D'accord ? Donc il y a le temps de Poincaré, il est fini. Oui, sauf que si le temps de Poincaré, c'est 10 puissance 23 fois l'âge de l'univers, pour un physicien, ça n'a pas de sens. Et donc vous voyez que pour le physicien, c'est un infini à proprement parler. Et comme c'est l'infini, même si c'est un nombre fini pour le mathématicien, 10 puissance 23, c'est un nombre qui est grand, certes, mais il n'a rien d'extraordinaire à part ça. C'est sûrement pas l'infini du matheux. Autrement dit, moi je résume toujours ça en disant, en physique, il n'y a ni zéro ni infini. Quand vous dites que c'est zéro, en parlant d'un effet, en fait non, vous dites, pour la manip que je vais faire, ou pour le problème que je vais analyser, cet effet-là est tout petit, donc je vais dire qu'il est nul. Quand vous dites c'est l'infini, non, c'est jamais l'infini. C'est quelque chose qui est très grand par rapport aux échelles
propre du système qui vous intéresse, mais c'est jamais l'infini. Alors vous voyez que dans le cas, pour en revenir au chat de Schrödinger, si on dit que le temps de décohérence du chat, c'est 10 puissance moins 50 ou 10 puissance moins 100 secondes, c'est bien clair que pour le physicien qui n'a pas perdu la raison, c'est 0.